Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du grand débat des départementales, le premier tour en Loir-et-Cher. À quoi ressemble le conseil départemental sortant? On va le voir tout de suite. L'Assemblée est à dominante bleue, 17 conseillers départementaux UPLC, c'est l'Union pour le Loir-et-Cher qui regroupe la droite et le centre. 3 conseillers sont non inscrits, mais 2 sont vice-présidents sortants. Et puis du côté de la gauche, on note 8 socialistes et républicains. La réforme et le redécoupage des cantons a tout remis à plat. On compte désormais 15 cantons en Loir-et-Cher. Vous allez redécouvrir la nouvelle carte départementale. Sur chaque canton, un binôme sera élu à l'issue de cette phase élective, ce qui se traduira par une légère inflation du nombre de conseillers départementaux. On passera de 28 à 30. Un œil sur les forces politiques en présence dans le cadre de ces élections. L'UPLC présente des candidats partout, tout comme le Parti communiste et le Front National. Le PS est présent officiellement dans 9 cantons, mais peut compter sur des amis divers gauche. Et puis Europe Écologie Les Verts présente des candidats dans les 5 cantons urbains de Blois et de Vendôme. Au total, 69 binômes s'affrontent dans le cadre des départementales en Loir-et-Cher. La majorité qui sera issue de ces élections devra gérer un budget de près de 400 millions d'euros, 394 exactement, et dont le principal poste de dépense est le social. La solidarité, 55% du budget du Loir-et-Cher, suivent les transports, voiries et autres infrastructures, 17,5%, l'administration générale et la dette, 8,5%, les collèges, 6%, puis enfin pour finir ce classement, la sécurité civile, le rural ou encore le haut débit. Pour ce débat sur ce plateau, à ma gauche, l'UMP Nicolas Perruchot pour représenter l'Union pour le Loir-et-Cher avec Maurice Leroy. Bonjour. Donc Union, je le disais, qui regroupe l'UMP, l'UDI et le MoDem ainsi que les divers droites. Et vous êtes vous-même candidat sur le canton de Onzain. Le PS est chef de l'opposition actuelle, Gilles Clément, pour représenter les socialistes et amis divers gauche. Vous êtes candidat sur le canton de Chambord. Le secrétaire départemental du Front National, je vous dirai bonjour après. Très bien. Le secrétaire départemental du Front National, Michel Chassier, candidat sur le canton de Blois. Et secrétaire départemental également, mais du Parti communiste, Jean-Michel Mijon, vous êtes candidat sur le canton de Montrichard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je note que la parité est respectée sur ce plateau, c'est parfait. Il y a encore du chemin à faire. Alors, remarque tout de même, c'est 30 cantons. Nous ne changeons pas le nombre de cantons. Enfin, nous ne changeons pas le nombre de conseillers généraux jusqu'à maintenant, conseillers départementaux ensuite, mais il y avait déjà 30 cantons, il y en a 15. J'ai fait une erreur. Vous avez dit 28, oui, donc je tenais à le corriger. Je m'en excuse. Donc il n'y a pas d'inflation, ce qui n'est pas le cas en Indre-et-Loire, par exemple, voilà. On en aura un en plus. Gilles Clément, justement, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous n'enviez pas un peu le PC qui présente des candidats partout pour ces élections ? Écoutez, ce qu'il faut, c'est que les électeurs puissent trouver un choix qui leur permette de s'exprimer. Je n'ai aucunement de raison à envier le Parti communiste. C'est une stratégie qui est dans leur camp. De notre côté, nous avons fait le constat qu'effectivement... il est en crise. C'est un parti qui est qui va devoir évoluer. Et d'ailleurs, vous le savez, nous n'avons pas pu afficher l'étiquette socialiste, tout simplement parce que lorsque l'on recherche des candidats pour se présenter quelquefois avec des personnes, des candidats qui ont leur carte au Parti socialiste, eh bien, ne l'étant pas, voilà, nous nous annonçons comme divers gauche. Alors, il y a quand même des questions qui se posent, notamment Montrichard, par exemple. Est-ce que vous soutenez qui? Jean-Michel Monjon? Jean-Luc Brault, plutôt? Mijon, j'ai toujours envie de vous appeler Mijon, je suis vraiment désolé. Mais 1000 excuses, ça se fait pas. Vous soutenez qui? Non, nous ne soutenons personne. Au premier tour, les électeurs ont un choix. Et voilà, ils ont aussi le choix de voter blanc si jamais ils ne trouvent pas le candidat qui leur convient. Pareil pour Osouer, Le Marché et Saint-Aignan? Tout à fait. Jean-Michel Mijon, justement, contexte difficile pour la gauche. Vous qui combattez le Front National, les idées frontistes, est-ce que c'est responsable de se présenter partout, même quand il y a des candidats socialistes? Je rappelle que la règle électorale, 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour, et dans un contexte de forte démobilisation, fait qu'il faut faire des scores
qui dépassent parfois les 20-25% pour se qualifier. Donc on risque de se retrouver dans des duels, particulièrement en Loir-et-Cher, FN, droite. Alors les communistes et les partenaires du Front de gauche dans le département ont pris l'initiative, ont pris le challenge de pouvoir se présenter dans tout le département. On a des candidats du Parti communiste, du MRC, du Parti de gauche, des syndicalistes. Vous n'avez pas pu faire un accord ? Non, il y a eu des tentatives du PS de faire des accords. Nous les avons rejetés, non pas parce que nous n'apprécions pas nos petits camarades du Parti socialiste dans le département du Loir-et-Cher, mais malgré cela, c'est parce que les politiques qui sont menées à l'échelon national ne vont pas pour nous dans le bon sens. Et là, la volonté... Le national et le local. Vous le dites vous-même. Il y a le national et le local, mais ces élections, pour une fois, c'est pas comme celle de 2011 où on présentait partiellement des candidats pour le renouvellement des conseils généraux. Là, on va avoir une vision nationale des forces politiques en présence, du Parti communiste, des membres du Front de gauche, et c'est le pari que nous lançons, c'est de voir à la fin du premier tour quelles vont être les forces, les rapports de force que nous allons pouvoir mettre. Au risque de faire passer des élus frontistes. Non, je crois que c'est pas un risque. Je crois que le Parti communiste est dans une position de reconquête, de positionnement fort par rapport à une volonté de reconstruction à gauche. Et c'est le pari, et c'est la volonté que nous avons sur ces élections départementales de nous présenter en force et d'être présents partout. Votre analyse, Michel Chassier? Oui, en effet, ce n'est pas un risque de faire passer des candidats du Front National, c'est une chance. Pour vous, c'est une chance, c'est un risque pour la gauche. Et évidemment, et pour les électeurs, je pense que c'est une chance. Nous aussi, nous serons présents dans tous les cantons de Loir-et-Cher. C'est un choix qui a été fait, là aussi, au niveau national, d'être présent dans le maximum de cantons, parce que il est évident que cette élection a aussi une dimension nationale. Et donc, nous avons relevé ce défi. De pouvoir nous présenter, de présenter 30 candidats, 30 suppléants et suppléantes, évidemment, puisqu'il y a la parité. Donc d'être présent dans tous ces cantons, afin que nos électeurs... Vous attendez vraiment à rentrer au conseil départemental? Écoutez, je pense cette fois-ci que nous avons vraiment une chance réelle d'y rentrer. Si l'on prend comme référence le dernier scrutin des européennes où le Front National est arrivé largement en tête en Loir-et-Cher avec 28,55%, au-dessus de la moyenne nationale, presque 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Et quand on voit les intentions de vote qui sont données aujourd'hui par les sondages, si on est encore 3 ou 4 points au-dessus de la moyenne nationale, et dans le contexte qui vient d'être décrit, avec des duels fratricides au sein de la majorité sortante, je crois qu'il y a vraiment des possibilités dans certains cantons que nous ayons des élus. Justement, vous parliez de ce duel fratricide. Nicolas Perruchot, bon, l'union est affichée de l'UPLC, mais c'est vrai qu'il y a certains cas qui posent problème. C'est le cas de Montrichard ou celui de Celles-sur-Cher. Il y a 3 candidatures à droite. Il y a, et d'ailleurs on a du mal à comprendre, il y a un binôme soutenu par l'UPLC et par Maurice Leroy. Il y en a un autre qui est soutenu par l'UMP, qui est normalement dans l'UPLC, et qui est soutenu en même temps par Patrice Martin-Lalande, le premier vice-président sortant. Et puis il y a un troisième binôme d'hiver droite. Non, mais vous savez, c'est très simple. Dans le département, il y a 15 binômes soutenus par l'Union pour le Loir-et-Cher. Ce sont ces candidats que nous soutenons évidemment les uns et les autres, et c'est ceux pour lesquels on fait campagne, et on espère qu'ils viendront rejoindre les rangs de la majorité demain. Comment ça se fait que le premier vice-président sortant soutienne, et que l'UMP soutienne un binôme? Je pense que c'est le choix local qu'il a fait. Voilà, c'est un choix qui l'engage lui. Ça n'engage pas la majorité sortante aujourd'hui, qui a fait le choix de soutenir Jean-Paul Pinon sur ce canton, puisque c'est celui dont vous me parlez. Après, il y a vraiment une large majorité, une majorité ouverte aussi, puisqu'on a aussi des candidats qui ne sont pas étiquetés avec nous, et des gens qui ont fait le choix de nous rejoindre pour à la fois avoir cet esprit d'ouverture qui est important, et puis faire en sorte aussi que les compétences soient présentes demain pour gérer. Il y a le temps de la campagne. Il est évidemment ouvert maintenant jusqu'au 29 mars. Et puis ensuite, il faut vous attendez à ne pas être présent, par exemple, au second tour sur ce canton? On s'attend à être présent partout où les électeurs feront le choix d'une majorité cohérente et d'une majorité de projet. On verra, vous savez, il ne faut pas insulter l'avenir. Je voudrais simplement dire que c'est une élection à 2 tours. J'ai entendu Michel Chassier nous dire que le score des européennes était une marque intéressante. C'était une élection à 1 tour qui n'avait pas grand-chose à voir. Il y avait beaucoup de candidatures, c'est très différent. Là, on a évidemment beaucoup moins de candidatures et une majorité sortante qui a fait ses preuves, je crois, et qui aura à cœur de le démontrer pendant cette campagne. Alors, avant de rentrer dans le débat proprement parlé, un petit tour de table aussi sur la réforme territoriale. La loi NOTRe redéfinit les compétences des régions et des départements notamment. Enfin,
fait bouger plutôt un petit peu le curseur. Hein. Cette loi NOTRe a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut en retenir pour le département, c'est qu'il garde tout le volet social, distribution des aides, APA, RSA et prestations de compensation du handicap, la gestion des collèges, les routes, jusqu'en 2017 le transport scolaire, le tourisme en compétences partagées avec la région. En revanche, les transports seront transférés à l'échelon régional, tout comme l'économie. On supprime surtout cette fameuse clause de compétences générales, c'est-à-dire que le département ne pourra plus intervenir dans tous les domaines qu'il souhaite. Justement, Michel Chassis, vous êtes un ardent défendeur du département. Au final, rien ne bouge. Le département est conservé dans ses prérogatives, dans son existence même. Il faut être prudent. Il y a eu effectivement une évolution entre le projet qui était bien de mettre fin à l'existence des départements à terme, en 2020 exactement. C'était ça le projet initial. Enfin, pour l'instant, et il est vrai que, voilà, devant l'opposition des élus locaux, des maires ruraux en particulier, le gouvernement était contraint de revoir un peu sa copie, de mettre de l'eau dans son vin. Et on a dit, mais non, mais finalement, on va garder les départements, mais en leur enlevant un certain nombre de compétences, ce qui était une autre manière de les condamner à petit feu. Hein. Puis finalement, bon, le Sénat est intervenu, a redonné des compétences, l'Assemblée en a enlevé. Ça vous supprime un argument de campagne quand même, on vous entend beaucoup là-dessus. Non, je crois que nous sommes précisément en période de campagne électorale et aujourd'hui tout le monde est redevenu défenseur du département. Je ne vois plus personne qui demande sa suppression, alors que Maurice Leroy, il y a un an, demandait la fusion des départements et des régions. C'est différent. Aujourd'hui, il est pour le département. Tout le monde est pour le département. Nous n'avons pas changé. Conseiller territorial qui siège et à la région et au département. Voilà. Et nous y étions également opposés. Hein. Nous sommes pour le maintien effectivement des départements dans des compétences qu'il faudrait clarifier, et je pense là ce n'est pas fini. Clarifier, il y aura la suppression de la clause générale, générale des compétences. Oui, mais on est en cours de débat, de discussion, et c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que c'est une bonne chose ? La suppression de la clause de compétence générale est quelque chose que nous demandions. Donc ça, nous y sommes favorables. Donc vous êtes non, mais ce que je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Et on ne voit ça nulle part ailleurs. Quand on nous parle de démocratie, de défense de la République, on est peut-être le seul pays démocratique au monde où l'on va convoquer des électeurs pour élire des conseillers départementaux dont on ne connaît pas encore les compétences puisque la loi n'est pas votée. Oui. C'est quand même assez particulier. On a des précisions quand même. Gilles Clément, réforme ratée ? Écoutez, sur cette affaire de l'évolution des compétences des départements, il faut se dire que nous sommes dans une période où il y a besoin de réformer l'organisation du territorial de notre pays. Et d'ailleurs, ce gouvernement a pris cette question en main. Là, on ne voit pas vraiment les changements. C'est vrai qu'en ce moment, qui vont aller à la région. En ce moment, Gilles, en 2010, on était ensemble dans la rue à manifester contre la réforme des collectivités territoriales. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Et je m'en souviens pour dire que j'ai défendu le maintien du département parce qu'aujourd'hui, c'est la collectivité qui doit assurer les missions de proximité. Et je suis heureux que les parlementaires qui ont travaillé sur ce dossier conservent au département toutes les missions de proximité. Et en plus, et là, reconnaissons que c'est quand même une clarification, la clause générale de compétence, effectivement, ne sera plus du ressort du département, ce qui permet de dire qu'il y aura bien des fonctions et des attributions, des compétences précisées pour chaque échelon. Est-ce que ça va permettre de faire des économies, Nicolas Perrichot ? Bon, écoutez, les économies, les États les demandent déjà aux collectivités locales avec un plan d'économie très important qui va aller jusqu'en 2017 pour le simple département de Loir-et-Cher. Je rappelle que c'est 40 millions de moins qu'il faudra gérer dans le budget, et donc c'est évidemment pas facile. Donc je pense que de toute façon, la clause de compétence générale, avec ces économies demandées, elle était déjà formellement enterrée, puisqu'il aurait fallu faire des choix, et on est obligé de les faire, et je pense que beaucoup de collectivités l'avaient d'ailleurs anticipé. Après, sur le texte, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Qu'est-ce qui va changer ? Les binômes, on sera élu maintenant 2 personnes par canton, avec d'ailleurs une confusion assez importante aujourd'hui, et on le voit auprès des électeurs chaque jour que l'on rencontre, qui n'ont pas encore intégré cette disposition, même si la parité est quelque chose d'intéressant à apporter dans les départements. Et puis le changement de nom, on va passer du conseiller général au conseiller départemental. Quand on sait la communication qu'avait mise le Premier ministre au début de l'année sur cette affaire, pour nous expliquer à grand renfort et à grand moulinet de bras qu'il n'y aurait plus de département en 2020, écoutez, j'ai l'impression que
à la fois la faiblesse gouvernementale et le fait qu'il n'y ait pas de direction à l'Élysée sur la question des territoires se démontre clairement là. On vient de le dire, c'est quand même un peu compliqué de faire campagne alors qu'on est en train de nous expliquer qu'on vote un texte sur les compétences. C'est vrai que c'est du jamais vu aujourd'hui et on le déplore. Je ne reviens pas sur l'affaire du redécoupage des cantons qui, elle aussi, aurait sans doute dû être traitée différemment. On voit bien qu'à partir de là, on est face à un pouvoir qui ne donne pas clairement de direction et qui sera sans doute sanctionné dans les urnes aussi pour ça. Jean-Michel Richaud, il y a tout de même une modification importante dans la manière d'envoyer des conseillers à l'Assemblée départementale. Les cantons aujourd'hui, en gros en Loir-et-Cher, une moyenne de population d'autour de 20 à 21 000 habitants. Ça, c'est une nouveauté. Il y avait des cantons de 3 500 habitants et des cantons de déjà 20 000 habitants. Aujourd'hui, il y a une plus grande démocratie dans cette manière d'être présent à l'Assemblée départementale. Il faut voir exactement comment ont été redécoupés ces cantons, parce qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport au redécoupage des cantons. Les électeurs ne s'y retrouvent pas. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du Parti communiste, en tant qu'ancien maire, moi, c'est les mêmes valeurs que je défends depuis 2010. Et les communistes et les membres du Front de gauche, c'est celle de réformes, oui, mais pas de réformes bâclées qui ne servent à rien, de réformes qui sont montées, qui sont construites avec les élus locaux, avec les personnes qui habitent sur les territoires. Et on ne va pas fabriquer des cantons artificiels pour faire plaisir à certains élus et redessiner les cartes par rapport à ça. Bien sûr, les élus socialistes quand ils sont socialistes, ou la réforme des collectivités territoriales quand c'est la droite au pouvoir. Non, là-dessus, il faut être clair, net et précis. Non, l'égalité, elle est pour tout le monde et les territoires, ils sont à tout le monde. Et nous, on est pour l'égalité des territoires pour toutes et tous. Alors, on en reparlera des territoires, justement. On va quelques données sur le budget 2015 du Conseil départemental. Le dernier qui a été voté, budget, je le disais tout à l'heure, de 394 millions d'euros, avec une chute de l'investissement de 13%, 45 millions contre 52 millions en 2014. Les dépenses sont en hausse de 1,4%, les dépenses sociales de 2,1%. Et puis à noter qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, comme c'est le cas depuis 9 ans. Justement, les dépenses sociales en hausse encore cette année. La crise se fait directement sentir sur les budgets des conseils départementaux en raison de la hausse notamment du nombre de bénéficiaires du RSA. Le conseil départemental qui a peu de marge de manœuvre sur ce volet social, c'est 55% du budget départemental. Peu de marge de manœuvre puisque le département ne fait que distribuer les aides, à savoir, je le disais tout à l'heure, le RSA, l'APA, c'est l'aide pour les personnes dépendantes, ou encore la prestation de compensation du handicap. Mais il est assez intéressant de vous entendre sur cette question du volet social parce que vos approches sont différentes et elles reflètent souvent les dogmes de vos partis. Justement, Nicolas Perruchot, est-ce qu'on peut enrayer et comment on peut le faire cette hausse des dépenses sociales? Écoutez, il y a un élément sur lequel on peut jouer, au-delà effectivement des éléments que vous avez donnés pour cadrer un peu le débat, c'est sur le RSA. On sait qu'il faut évidemment faire en sorte, si on veut moins d'allocataires demain, de leur trouver de l'emploi, puisque c'est à ça évidemment que les collectivités territoriales peuvent servir dans leur rôle de retour à l'emploi, d'accompagnement vers le retour à l'emploi et dans l'insertion par l'économie. C'est un rôle complexe aujourd'hui, puisqu'on est en panne de croissance à peu près partout dans le pays, mais c'est évidemment un rôle clé. Et l'engagement que nous prenons depuis de longues années maintenant autour de Maurice Leroy, c'est de faire en sorte que le territoire reste attractif. Il y a de nombreux investissements qui ont été faits aujourd'hui dessus. Vous avez noté une baisse des investissements, mais on est en fin de programme sur la déviation de Sellette dans le Loir-et-Cher, qui a coûté un peu plus de 22 millions d'euros financés par le département en totalité. Et donc à partir de là, il faut faire des choix. Le choix pour nous, ce sera évidemment de faire en sorte que ce territoire puisse être attractif, qu'on puisse y créer de l'emploi. On s'engage sur l'Internet. Un certain niveau d'investissement, on fait du développement économique. Il faut que la priorité soit évidemment la lutte contre le chômage. Le RSA est directement lié évidemment à ça. On le voit bien. Les chômeurs aujourd'hui de longue durée ont une durée qui diminue. Ils basculent vers le RSA plus vite. On a une augmentation d'ailleurs d'allocataires du RSA rapide chaque année un peu plus. Et il faut être très prudent par rapport à cette évolution. Comme en plus on ne maîtrise pas évidemment le montant de l'allocation, on se rend bien compte qu'en réalité cette politique devrait être gérée au niveau national et pas au niveau des départements. Pour l'instant c'est comme ça, il faut faire avec. Gilles Clément. Alors pour moi, ce n'est pas uniquement la question de rendre notre territoire attractif quand on est élu départemental. Et pour le faire, de toute façon, il vaudrait mieux créer les conditions de travail avec les intercommunalités, dont c'est le rôle premier, et qui connaissent le territoire parfaitement. Aujourd'hui, en Loir-et-Cher, tout le territoire est structuré en interco. C'est une compétence des intercos. Et clairement, là, pour l'instant, notre majorité, c'est à laquelle j'appartiens, je suis dans l'opposition, ne crée pas les conditions pour permettre le bon fonctionnement qui, au total, agirait en amont des problèmes économiques. Une veille territoriale sur l'activité dans les territoires est souhaitable,
de manière à limiter le maintien au RSA d'un certain nombre d'allocataires qui... ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. Moi, je suis sur un territoire où il y a de la création d'emplois. Ce canton de Chambord recherche, il y a des entreprises qui recherchent des salariés. Eh bien, il n'y a pas les salariés en face, donc il y a un travail d'insertion, d'intégration, et cela se fait en lien avec les intercommunalités. Je pense que c'est une manière de faire de la prévention et de limiter, en fait, ce que Nicolas Perruchot vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait que le département serait, au total, une collectivité chargée d'assurer la distribution des aides sans même pouvoir infléchir la façon de gérer ces aides. Eh bien, que ce soit pour le RSA, que ce soit pour les allocations personnalisées à l'autonomie pour les personnes âgées. Très clairement, nous demandons qu'il y ait plus de contact entre le service instructeur de notre département et nos territoires. Parce que nous connaissons, notamment dans ce département qui est très rural, nous connaissons nos habitants. Nous pourrions avoir des personnes référentes dans les communes, dans les intercos, qui permettent au total d'ajuster les aides, de faire en sorte que quand il y a besoin d'intervenir en urgence, ce soit possible, et de ne pas être dans une administration qui, tout en étant de proximité, fonctionne comme si elle n'était pas de proximité. La distribution. Voilà. Jean-Michel Migeon. Ah non, mais moi je pense aujourd'hui c'est le 18 mars, il y a pas mal de retraités qui sont en train de manifester aujourd'hui, que ce soit à Blois ou à Tours, dans pas mal de grandes villes de France, des retraités qui souffrent et qui ont des revenus qui n'augmentent pas, des pensions, pas des revenus, des pensions qui n'augmentent pas. Et puis de l'autre côté, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, des jeunes qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas de travail, et il y a le RSA, et il y a des demandeurs d'emploi, il y a des missions locales, il y a des comités de communes, bien évidemment, il y a la perte de la compétence économique qui est liée avec cette réforme. On doit jouer sur quoi, sur ce sujet du social? La réponse est simple. L'accompagnement des chômeurs, par exemple, pour un meilleur retour. Déjà, je trouve ça inadmissible lorsque c'était Raffarin, à l'époque c'était la droite, en 2003-2004, qui a cédé le RSA au département en leur promettant aux responsables des départements qu'il y aurait une compensation maximum au sous-près par rapport à ces dépenses de RSA. On est passé de 2008 à des compensations de 95,3%, aujourd'hui, en 2013, à 78%. C'est-à-dire que plus les années passent, plus on a des demandeurs des nombres de demandeurs de RSA qui sont présents sur les territoires, et plus les départements avec des revenus, des revenus moindres, doivent, faire en sorte que ces personnes vivent avec un minimum. Ce qu'on propose, c'est pas de ne pas faire une espèce de micmac avec les comités de communes, c'est-à-dire tout simplement de faire en sorte que l'État soit responsable des personnes et faire en sorte tout simplement que ce soit l'État qui récupère le RSA mais bien sûr, et la compétence. Bonjour la proximité. Mais quelle proximité? De quelle proximité parlez-vous? Il n'y a pas de proximité. Il n'y en a pas eu. Moi, je ne sais pas, je vous ai pas vu vous battre. J'ai vu personne se battre au sein du Conseil général pour faire en sorte qu'il y ait plus d'assistantes sociales sur le département. Moi, j'ai été maire également d'un village. Qui est demandé. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de chômeurs. Mais il n'y a pas de chômeurs. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais moi, j'essaie de voir. Vous êtes tous les deux conseillers généraux. Je vois que les chiffres du chômage n'ont pas baissé, continuent, qu'on est sur un département qui est toujours fragile, avec des pôles qui sont peut-être vecteurs d'emploi, mais d'autres qui le sont moins. On voit des élus... Ça, c'est le propre de tous les territoires, monsieur Migeon. Je suis entièrement d'accord. Il y a une différenciation importante quand vous avez des agglos fortes mais ou pas, on vit dans une territoire rural. On vit en France et on vit dans le Loir-et-Cher. Bien sûr. Notre Loir-et-Cher. Et là, à partir du moment où on est sur notre Loir-et-Cher, on essaie de mener des politiques qui ne soient pas des politiques de petits territoires, de cheptel et de baronnie, comme on peut le voir sur ces élections, mais on essaie d'avoir une vision globale du territoire et pas dessiner quelque chose qui soit sur Vendôme, sur l'agglo ou sur le... Il faut qu'on avance, donc la parole à monsieur Chassier. C'est la fraude, votre cheval de bataille, c'est ça? Non, mais c'est un point, mais ce n'est pas... Il n'y a pas que cela. Pour parler plus globalement du RSA, effectivement, c'est un marqueur des difficultés sociales, de la précarité, du chômage. Et on voit que dans le budget 2015, le Conseil général, qui s'appelle encore Conseil général, augmente l'enveloppe du RSA de 8%. Ça veut dire qu'on n'anticipe pas un retour vers l'emploi. Ça veut dire qu'on sait que les difficultés vont continuer. Mais il est évident que les solutions... Comment vous luttez contre cette inflation? Voilà, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais je dis que c'est un indice. Ça indique bien que les difficultés ne vont pas diminuer, mais la réponse, là, sur les difficultés économiques, n'est
pas évidemment au niveau départemental. Le département n'a plus la compétence économique, il l'avait d'ailleurs très peu, tout le monde se la partageait. Et on parlait tout à l'heure de l'accompagnement. Quand on parle du RSA, oui, il n'y a pas assez d'accompagnement. Et quand on voit la proportion de RSA activité par rapport au RSA socle, et elle n'est pas significative. Et ça montre bien qu'il n'y a pas assez d'accompagnement vers le retour vers l'emploi, et que en fait le RSA, pour la plus grande majorité, ça reste comme l'ancien RMI, simplement un revenu d'assistance pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Donc le RSA a manqué son objectif, là aussi on peut le dire, et on n'arrive pas à accompagner le retour vers l'emploi. Faut quand même qu'on avance, donc on ne peut pas trop jouer sur le volet social. En tout cas, à court terme, faut trouver les sources d'économie. On les fait où, les économies? Pour l'instant, on fait des efforts sur le personnel, mais on les trouve où, les sources d'économie, en plus? Il y a un volet qui est l'investissement, parce que c'est vrai que dans le budget global, évidemment, on l'ajuste aussi par rapport à ça. Il y a des années, il faut l'apprécier sur plusieurs années, d'ailleurs, l'investissement, pour voir si le département est dans une dynamique ou pas. Mais c'est quand même un point important. Le département de Loir-et-Cher, comme vous le savez, verse une dotation de solidarité rurale aux communes, aux petites communes de moins de 2000 habitants. C'est un point aussi important, plusieurs millions d'euros, 5 millions qui viennent d'être votés encore, qui ont généré sur les 5 dernières années près de 80 millions d'euros de travaux. C'est aussi beaucoup d'emplois pour l'économie locale, pour les artisans, pour les TPE, les PME du Loir-et-Cher. Et c'est un point extrêmement important sur lequel on est tous très attachés. Il faut continuer évidemment avec ça. Après, politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Il y a sans doute évidemment à être très vigilant par rapport à la gestion du personnel, mais le département ne serait pas aussi bien géré qu'il l'est aujourd'hui si ce n'était pas déjà engagé. Donc ça, c'est déjà en cours. Et depuis une dizaine d'années, Maurice Leroy et son équipe et la majorité sortante ont fait, je pense, tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que le département puisse justement continuer à investir. Vous avez en France des départements qui ne peuvent plus le faire. Je rappelle aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, que le département n'a pas augmenté la fiscalité depuis 9 ans. Regardez dans les autres conseils généraux comment ça se passe. Est-ce qu'il va falloir justement augmenter la fiscalité en Loir-et-Cher? Non, enfin, c'est un engagement que nous prenons, il ne faut pas le faire, on ne peut plus. La décision prise au vote du dernier budget, que nous n'avons pas voté, nous l'opposition, laisse entendre... Pour une fois, j'avais envie de dire non. Non, pas du tout. Il nous est arrivé de nous abstenir, il nous est arrivé de voter autrefois, et là, depuis 2 ans, nous ne votons pas le budget, tout simplement, parce que là, on sent bien qu'il y a le germe d'une augmentation d'impôts pour 2016. Honnêtement. Est-ce que c'est ce que vous avez dit à la dernière session il y a quelques jours? Je ne crois pas. Si, vous êtes abstenu sur le budget alors que vous votiez contre auparavant, et Maurice Leroy a souligné que vous aviez une évolution positive vers un vote que je l'espère un jour sera favorable. Pardon, le recours à l'emprunt pour arriver à un niveau d'investissement de 45 millions d'euros en 2015 quand il était de 52 millions d'euros l'année précédente. Il est de plus de 3 millions d'euros de plus, c'est-à-dire qu'on est à 27 millions d'euros de recours à l'emprunt. C'est-à-dire plus de la moitié de l'investissement financé par l'emprunt. Alors quand Nicolas Perrichot explique que la dotation de solidarité rurale est un bon moyen de créer de l'emploi, nous avons simplement dit, soutenir les communes rurales. Nous avons dit, cette dotation, elle est utile. Il aurait été bon de la limiter à 4 millions d'euros, de regarder... Aujourd'hui, elle est de 5 millions d'euros. Elle est de 5 millions, c'est ce qui nous a conduit à nous opposer. C'est très drôle parce que tous vos candidats aujourd'hui sur le terrain expliquent à tous les maires qu'ils rencontrent que c'est une très bonne mesure. Mais c'est une Alors mesure, il faut dire les choses clairement. C'est une mesure qu'il faut ajuster. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure, la DSR? Sur 291 communes en Loir-et-Cher, 246 bénéficient de la DSR, celles de moins de 2000 habitants. Il y a 250 communes rurales. Donc oui, il y a 250 communes rurales, mais il y en a surtout de toutes petites. Et dont je sais fort bien qu'elles se disent, voyons, qu'est-ce qu'on va demander cette année? Ça n'est pas normal. Entre une commune de 100 habitants qui a le même niveau d'aide qu'une commune de 1800 ou 1900 habitants, il y a tout de même quelque chose qui n'est pas une bonne répartition. J'étais hier en réunion avec les élus de Saint-Cyr-du-Got dans le canton d'Onzain. Les élus sont très satisfaits de ce dispositif. Cela conduit à décaler les travaux sur les collèges, qui sont de première nécessité. C'est une compétence absolue et première du Conseil général. Mais c'est pas sur le ce que je vous dis, collège de Bracieux, où nous devions depuis longtemps agrandir le restaurant scolaire, ça n'a pas pu être fait. C'est normal. Soyez honnête. On finit sur les sources d'économie, Gilles Clément. Vous parliez de cette dotation de solidarité rurale. Vous souhaitez gagner 1 million. Oui. Où est-ce qu'on fait les autres économies? L'an dernier, il y a eu 4 millions 3 de demandes. Et déjà, il y avait une inscription budgétaire de 5 millions. 4 millions 3, nous nous sommes dit, compte tenu des efforts que le département est amené à faire aussi pour la distribution, pour le déploiement du très haut débit sur les territoires ruraux, il n'était pas anormal, selon nous, de limiter cette enveloppe à 4 millions d'euros. Voilà.
Michel Chassier, vous qui comptez sur le rural, qu'est-ce que vous dites sur le rural, justement, et sur les sources d'économie ? Non, mais nous devons voir, là, le budget 2015 a été voté. Maintenant, pour préparer, parce qu'il faudra bien préparer le budget 2016, il faudra quand même savoir exactement quelles sont les compétences. Et à ce moment-là, vraiment, on pourra en parler, mais il y aura des efforts budgétaires. Par exemple, cette dotation de solidarité, vous la maintenez, de rural, vous la maintenez ou pas ? Je ne peux pas dire dans l'état actuel des choses. J'ai étudié déjà le budget du Conseil général actuel, le budget 2015. Vous allez avoir la parole. Je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faille faire des économies. Mais il y a un problème. Déjà, on voit bien deux compétences qui ne sont pas encore définies et comment dirais-je, de financement. Le budget aujourd'hui, le budget 2015 montre que le département est arrivé au bout. Il est arrivé au bout de ses possibilités de financement. On n'a plus de marge d'autofinancement. On dit, on parle dans la campagne électorale, certains disent on va faire un rond-point, une déviation, on parle du haut débit. Comment va-t-on le financer alors que déjà cette année, on baisse les dotations routières de 2 millions d'euros. 2 millions de moins pour l'entretien des routes en 2015. Alors justement, les économies, où est-ce que vous les faites ? Bien. Il faut voir sur l'ensemble du budget. Nous l'avons démontré dans les villes où le Front National est arrivé aux affaires. Nous avons démontré que nous sommes capables, et c'est pas nous qui le disons, ce sont les électeurs. Il y a un sondage qui montre vraiment la satisfaction des électeurs dans ces communes. Nous serons capables, je pense, de prendre à bras-le-corps le budget. Oui, mais on ne peut pas ici aligner des chiffres. Moi, je connais bien les problèmes budgétaires. J'interviens à la région et à la ville de Blois sur les problèmes budgétaires. Encore une fois, il est difficile dans le cadre d'un tel débat de faire des projections détaillées, de dire on va économiser tel ou tel chapitre. Il faudra le reconsidérer également en fonction des compétences qui resteront au département, en sachant que, comme il y aura des transferts vers les régions, on aura aussi des recettes. On n'aborde pas la question des recettes, on aborde la question des compétences qui resteront à la charge du département, mais il y aura des transferts et il faudra être très prudent au niveau des recettes. C'est pas au niveau départemental vous allez pouvoir influer sur ça, c'est un débat national pour le coup. Jean-Michel Migeon, sur les sources d'économie, où est-ce qu'on peut peut-être économiser de l'argent ? Tout ça, pour moi, c'est du bon sens. Je pense que les politiques qui sont menées par deux personnes là, au sein du Conseil général, dans la majorité ou dans l'opposition, moi je crois qu'on a vu ce qui s'est passé. Ça s'est passé d'une manière plus ou moins correcte, avec une ou deux abstentions pour les votes de budget aux 2 dernières années avant les élections. Je crois qu'il faut raison garder. Moi, ce que je défends, c'est également l'entreprise, parce que l'entreprise, comme on dit, la très petite entreprise, la moyenne entreprise. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui se faisait et qui se fait sur le département, c'est des subventions croisées montées par les communautés de communes avec l'aide du Conseil général et qui aboutissaient après dans les bureaux de la région pour faire en sorte que les entreprises qui sont bien ancrées sur le territoire, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises puissent obtenir des subventions à l'investissement sur leur territoire. Là-dessus, on ne peut pas être contre le fait de pouvoir aider les entreprises. C'est dommage, a priori, ça reste flou dans le cadre des nouveaux champs de compétences, mais c'est quelque chose qui est intéressant. On note quand même que les subventions aux entreprises, vous n'y êtes pas contre. Non, mais moi, ce que je veux... je sais pas, non, mais on va pas ouvrir les kolkhozes. Hein. Non, mais ce qui est très intéressant, mais surtout ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des chèques en blanc aux entreprises. Parce qu'on le voit quotidiennement, des entreprises qui vivent, investissent, survivent ou même embauchent grâce à des fonds publics, se retrouvent un beau jour, on ne sait pas ce qui se passe, puis un beau jour on se retrouve avec des licenciements. Ça non, il faut être en mesure, quand on est un élu local, d'être en mesure de suivre l'entreprise qui est sur son territoire et de faire en sorte que lorsque ça va bien, on va couper le ruban. On regarde la nouvelle machine qui a été achetée, on est avec le personnel qui a été embauché, mais quand tout va mal, en tant qu'élu départemental, on est avec l'employeur, si ça va mal, on est avec les ouvriers. Et c'est ça ce qu'on demande. C'est le rôle d'un élu et c'est le rôle, la transparence de l'argent public que l'on demande par rapport à ça. Très rapidement, Nicolas Perruchot, pour répondre peut-être à Jean-Michel Migeon sur les chèques en blanc donnés aux entreprises. Je crois que vous savez, en Loir-et-Cher, en tout cas, on est assez épargné par ça. On a un tissu de PME principalement. Le département s'est développé sur le plan économique principalement grâce à ces PME. Et on n'est pas, et heureusement, il y a quelques secteurs qui étaient comme ça. Je pense à l'épisode Matra à Romorantin il y a déjà quelques années en arrière. On a tous été très marqués par cet épisode-là. Je pense que chacun, dans ses fonctions et dans ses qualités, est très attentif, évidemment, à ce que des aides ne soient pas données comme ça à des chasseurs de primes qui viendraient
viendrait sur le territoire pour rester quelque temps et partir. Il faut être très prudent par rapport à ces opérations. Je crois d'ailleurs que, y compris au niveau régional, dans les éléments dont nous discutons sur l'aide à l'investissement, chacun fait très attention à cela. Maintenant, il faut être prudent. On se souvient du précédent de Québecor, qui a été le dernier gros traumatisme dans l'agglomération blésoise. C'est vrai que ça n'a pas été très très bien géré, donc il faut faire attention à la suite. Ça peut coûter très cher ensuite aux collectivités locales et on n'a plus les moyens évidemment de cette politique, c'est évident. Pour terminer sur les économies tout de même, nous avons signalé, et là-dessus beaucoup de Loir-et-Chériens vraiment nous remercient de l'avoir fait, qu'il y a eu dépenses anormalement élevées dans le domaine de la communication avec le président Maurice Leroy. On a à peu près ciblé 1 million d'euros d'économies possibles entre les dépenses de communication, qui quelquefois sont des dépenses de communication à caractère politique, qui devraient être, ça a été le cas lorsque le magazine et les pages entières de journaux et de magazines qui sont diffusés dans la France entière relayaient le fait que le découpage des départements était du charcutage. Bien, cette campagne de pub aux frais des Loir-et-Chériens est très mal passée. Et donc nous pensons, nous, qu'on peut faire des économies, que nous pouvons aussi faire des économies sur les personnels proches du président, personnel de cabinet où on a identifié un certain nombre de choses, et qu'au total, en ajoutant cette économie-là et une gestion saine, on arrive à 2 millions d'euros d'économies, ce qui, en termes dans une période difficile, permet de garantir 2 millions d'euros de plus sur le budget d'investissement en capacité d'autofinancement. Et c'est important, c'est autant de moins de recours à l'emprunt. Monsieur Clément, la crédibilité de la gauche sur ce point est quand même assez particulière. Vous voulez qu'on vous cite la région Languedoc-Roussillon? Pas au Conseil général de Loir-et-Cher. Multiplication par 5 des frais de communication dans cette région. Quand même. Le département du Val-de-Marne. Vous voulez qu'on parle de la Corrèze? Un bon exemple. Parlons du Loir-et-Cher. Intéressant, c'est le département le plus endetté de France. Je sais que c'est que vous répondez à chaque fois. Mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Monsieur Clément, est-ce qu'il n'y a pas eu l'utilisation des impôts des Loir-et-Chériens à des fins politiques? Un point simplement sur la communication, parce que ce que Gilles Clément oublie de dire aux téléspectateurs ce soir, et je pense c'est quelqu'un d'honnête, je le considère comme honnête, donc il aurait dû avoir l'honnêteté de dire ça. C'est que dans le budget communication, vous avez tout l'événementiel du département. Les autres départements qui différencient ce budget n'ont évidemment pas les mêmes sommes. Donc regardez concrètement ce qui se fait. Je ne crois pas qu'on puisse dire que, vous savez, moi je connais le service de Maurice Leroy, c'est les chips. Voilà. C'est pas des frais de communication ou du personnel à foison. Voilà. C'est le seul vice que je lui connaisse. Il gère bien le département et vous l'avez reconnu régulièrement. Mais globalement, oui. Très rapidement. Aussi faire des économies. Voilà, très bien. C'est gentil d'être aussi rapide. On va peut-être passer à vos priorités en matière d'investissement. Soyons rapides, parce qu'il y a d'autres dossiers. Les collèges, on en parlera après. Donc parlez pas des collèges tout de suite. Vous avez peut-être du retard, Michel Chassier. Vous, priorité en matière d'investissement sur le Loir-et-Cher? Dans les compétences qui sont actuellement les nôtres, puisqu'apparemment les routes resteraient dans le giron des départements. D'ailleurs que les régions n'y tenaient pas trop à gérer les routes finalement. Je crois que c'est un domaine dans lequel il y a un retard d'investissement. On le voit d'ailleurs avec les contraintes budgétaires. C'est les 2 millions d'euros d'économies. Il y a 2 millions d'économies sur les routes qui sont faites cette année de diminution. C'est à la fois l'entretien et les projets, parce que quand on parle de la déviation de Célette, il a fallu 20 ou 30 ans pour la faire. Alors maintenant, on parle d'en faire d'autres, on parle de nouveaux ronds-points, on parle même de nouvelles sorties d'autoroute. Oui. Oui, mais pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Il faudra effectivement faire des choix. Moi, je crois qu'en matière d'investissement, Nord-Sud pour vous. Donc il y a un retard sur l'investissement routier qui, je crois, est important parce que c'est quand même vieux. C'était dans le projet Loir-et-Cher 2000 du président Guemer. Ça ne ramène pas aujourd'hui. C'était la liaison nord-sud du département d'Épuisé à Villefranche-sur-Cher en 2 fois 2 voies. Loir-et-Cher 2000, dans Loir-et-Cher 2020, je crois que ce n'est même pas repris et je ne sais pas si ça sera fait un jour. Non, mais la priorité maintenant, vous le savez, c'est la liaison A10 à 85. Oui, mais ça en fait partie. Oui, ça en fait partie. À 10 en 85, oui, tout à fait. Et il y a l'investissement dans le haut débit, mais là aussi, avec un problème de répartition des compétences, parce que on est encore sur les compétences croisées de la région ou du département, et on n'a toujours pas tranché. On n'a toujours pas tranché dans ce domaine-là. Une chose qui est sûre, c'est quand vous faites des routes et que vous êtes patron de collectivité, vous savez qu'il n'y a plus d'aide de nulle part. Ça, c'est le constat. Et il y a qu'on peut faire. 3500 km de route. On l'a vu sur la déviation de Célette, par exemple. Le département a dû investir seul, donc c'est extrêmement complexe.
Et j'ai des craintes. On parlait tout à l'heure de l'impôt en disant mais non, il n'y aura pas de hausse d'impôt. Moi je crains effectivement le contraire. Quand on regarde encore la structure... Vous pouvez vous engager à ne pas augmenter les impôts. De pause fiscale pour vous expliquer que ça n'arrivera pas. Enfin, la majorité, ça fait 9 ans qu'elle n'augmente pas les impôts. Il reste 7 départements en France qui font comme nous. Voilà, donc la situation n'est pas la même aujourd'hui. Non, mais Maurice Leroux avait choisi une augmentation massive en début de mandat. Ça lui a donné une certaine aisance. Maintenant on est au bout. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont sur les listes de l'Union pour le Loir-et-Cher, dont un suppléant dans le canton de Beauce, Marc Fesneau, il vient d'augmenter le taux d'imposition de sa communauté de communes. Donc c'est un signe, ça va peut-être se produire ailleurs. Pas dans le département de Loir-et-Cher. C'est le cas. Vos priorités en matière d'investissement? Pour moi, et alors là je vais être obligé de parler du canton de Chambord, pardon, il y a 3 collèges sur ce canton, qui est le plus peuplé du département, 3 collèges. Les collèges, on va les aborder juste mais c'est l'investissement. Oui, justement. C'est de l'investissement, les collèges. C'est pas seulement du fonctionnement. C'est un thème important. Mais c'est un thème important. Et donc, certes, il a été fait un très bon boulot en reconstruction, rénovation de nos collèges. 14, c'est vrai, ont été rénovés sur les 26 du département. Il se trouve que tout de même, nous aurions pu faire quelques ajustements dans cette politique sur les collèges quand un territoire exprime un besoin immédiat et, j'allais dire, plus qu'urgent. C'était ce problème du collège de Bracieux. Alors ça paraît drôle qu'à l'échelle du département on évoque ça, mais ça veut dire que la manière de gérer ce département dans le domaine de l'investissement, c'est que les choses sont sur les rails et on n'y déroge pas. Quand il y a 4 services dans le restaurant scolaire du collège de Bracieux, c'est anormal. Tout l'organisation des cours et de la classe se fait en fonction du temps de déjeuner des enfants, des élèves. Les parents. Il y a un problème sur Bracieux, mais Montoire, Mer, Romorantin, Vendôme, entièrement reconstruit entre 2010 et 2014. 4 nouveaux établissements vont être rénovés entre 2014 et 2016 contre Saint-Laurent-Nouan, Morée et Bracieux en fait partie. Oui, et donc nous attendons encore. Et donc pendant ce temps-là, les familles inscrivent leurs enfants ailleurs, leurs élèves ailleurs, tout simplement parce que le fonctionnement de cet établissement, qui est un très bon établissement, pâtit de la difficulté du fonctionnement du restaurant scolaire. Donc d'une pipe, un restaurant scolaire, ça s'agrandit, ça coûte 200 000 €, il y a la place pour le faire. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Et c'était aussi du temps. Monsieur Clément s'est inscrit. Bien sûr, c'est inscrit, mais c'est inscrit dans une autorisation de programme pour 2017. Et en attendant, eh bien, on a encore une fuite des élèves. Et là, ça se traduit par une modification de l'organisation des cours. L'inspection académique, constatant qu'il y a eu une diminution d'élèves par rapport aux prévisions d'inscription, retire des enseignants. Mais vous voyez dans quelle situation on est. Ça n'est pas accompagner les territoires que d'agir ainsi. Si je cible cette affaire du collège de Bracieux, c'est que c'est symptomatique d'un manque d'écoute des territoires, ou du moins de ceux qui les représentent. Alors, on va peut-être vous entendre sur les collèges, monsieur Migeon. Sur les collèges, sur les collèges, c'est sûr qu'il faut investir, mais de toute manière, dans une règle générale, il faut obligatoirement, dans le champ de compétences, être en mesure d'investir pour que les populations soient heureuses, que ce soit des plus jeunes aux plus anciens, soient heureuses dans le Loir-et-Cher. Moi, je ne parlerai pas de mon canton uniquement, mais je ferai une globalité, puisque pour moi, le Loir-et-Cher, c'est un tout. Parce qu'il y a plein de choses à développer, et sur les investissements, c'est sûr qu'il faut développer pour que les gens et les enfants puissent se former dans de très bonnes conditions, puissent également prendre leur petit déjeuner. On a parlé des routes départementales. Je crois qu'il faut faire très très attention. C'est une des dernières régies directes au niveau des routes départementales, et il faut faire très très attention, et c'est un point que je défends, faire très très attention à faire en sorte qu'on ait toujours une direction des routes sur le département du Loir-et-Cher qui travaille en régie au maximum et qui puisse continuer à se développer pour faire en sorte de travailler au mieux, au plus près des populations et des élus locaux. Donc par exemple, une 2 fois 2 voies entre la 10 et la 85, vous dites oui? Alors là, on est sur un investissement maximum qui serait sur certainement des marchés qui ne seraient pas certainement dans le champ de compétences du Conseil général, puisqu'on rentrerait dans des marchés. Mais tout ce qui est développement et gestion du service public de voirie, on a perdu justement pas mal de choses au niveau matériel, au niveau du désenneigement. Et ça, ce sont des choses qui touchent au plus près des habitants et sur lesquelles il faut continuer. Quand on a besoin de réparer un nid de poule sur une départementale, c'est toujours agréable d'avoir un agent du Conseil général qui se déplace. Ça, ce sont des choses qu'il faut préserver. Il faut faire très très attention, parce que la fiscalité n'augmente peut-être pas, mais les moyens qui sont donnés au personnel, aux membres du service public, eux, diminuent. Et on peut le voir dans le cas des services de voirie. On peut le voir à l'intérieur des collèges, où les personnels sont de plus en plus restreints, non renouvelés, avec des charges de travail de plus en plus conséquentes. On le voit au niveau du SDIS. On l'a vu dans le Loiret, il y a peu de temps, le 9 mars, il y a une manifestation
satisfaction des professionnels du SDIS, des pompiers, par rapport à leurs conditions de travail. Il faut voir qu'il y a quand même, au niveau de ces populations, de ces militaires et ces volontaires dans le département du Loir-et-Cher, parfois des petits couacs par rapport à ce qu'on est en train de leur faire. La mutualisation des moyens, la mutualisation des centres de formation. Moi, en tant que maire, j'ai pu assister à de nombreuses Sainte-Barbe où on cache certains pompiers qui n'ont pas les beaux uniformes pour lorsque le président du Conseil général arrive. Et ça, ce sont des choses qui sont réelles. Et ça, les moyens, ils doivent être à Montrichard, mais ils doivent être dans l'ensemble du département à charge égale. C'est l'investissement, investir pour son département, c'est investir pour ses services publics, que ce soit dans les collèges et ce soit auprès des pompiers, puisqu'ils sont proches de nous et qui sont là et qui nous servent et qui nous sont très très utiles. Et on les remercie. Non, je crois qu'il y a, enfin, sur les pompiers rapidement, je crois qu'il y a évidemment nécessité de continuer les interventions qui sont faites sur le plan budgétaire, à la fois en fonctionnement et en investissement. Et je rajoute que les communes participent elles aussi. Hein. Donc c'est quand même un effort très conséquent qui est fait, mais c'est extrêmement important. On sait que la sécurité civile ne doit pas avoir de prix et c'est important de pouvoir intervenir rapidement et donc de maintenir des centres de secours à proximité. Il y a un élément important qui se met en place, c'est la géolocalisation, qui doit permettre notamment pour les pompiers volontaires d'arriver à faire en sorte qu'on ait une meilleure coordination pour voir combien sont prêts à partir au moment où il y a un accident ou quelque chose, une intervention à faire. Donc je crois que ça va dans le sens de ce que vous souhaitez. Moi, j'ai jamais vu à la Sainte-Barbe de pompiers qui n'étaient pas habillés comme il fallait. Mais bon, si Monsieur Mijon m'y invite, je viendrai avec plaisir constater tout ça à Montrichard ou ailleurs. Voilà. Pour finir sur les collèges, Michel, dans le programme du Front National, il y a la vidéoprotection dans les collèges. Oui, est-ce que vous vous engagez à mettre des caméras de vidéosurveillance dans tous les collèges du Loir-et-Cher ? Projets, vous savez, quand nous l'avions demandé à la ville de Blois dès 2001, mais là il s'agissait du domaine municipal, du domaine public. À l'époque, on nous avait critiqué. Ça a été repris par la municipalité de Nicolas Perruchot et continué par la municipalité actuelle. Hein, donc cette idée n'était pas superflue, était tout à fait quelque chose de raisonnable. Et là, dans la mesure où on a des problèmes qui se développent, je crois qu'il faut anticiper. On nous dit toujours, on n'est pas en région parisienne, on n'est pas dans certains cas où il y a vraiment des collèges. On équipe tous les collèges de vidéoprotection. Je ne dis pas qu'on va faire ça systématiquement, mais je dis qu'il faut aller dans ce sens et de façon générale on parlait tout à l'heure des sapeurs-pompiers, mais de façon générale, dans le domaine de la sécurité, que l'on prenne garde aussi, hein, avec le redécoupage des cantons, donc la suppression d'un certain nombre qui étaient des chefs-lieux de canton, c'était aussi le siège des brigades de gendarmerie. Et il ne faudrait pas que ça serve de prétexte pour continuer le détricotage du maillage territorial des gendarmeries. Là aussi, le Conseil général intervient dans le financement des bâtiments. Hein, et je crois qu'on doit avoir une vision générale sur ces phénomènes. Bon, ce ne sont pas les gendarmes qui surveillent les collèges, Michel Chassier. Non. Et moi, je trouve que c'est une mauvaise idée, cette histoire de caméras vidéo dans les collèges, parce qu'on est dans un lieu qui doit... Alors, les abords, c'est autre chose, mais dans les collèges, très franchement, il n'y a aucune raison d'imaginer les caméras vidéo. Nos éducateurs sont là pour créer à la fois la surveillance et en même temps organiser les relations entre nos élèves, nos enfants et le fonctionnement d'établissement. Voilà. Non, mais il ne s'agit pas de mettre des caméras dans les classes, c'est évident. On va finir 30 secondes de réponse chacun sur Loir-et-Cher 2020. Cette méthode de gouvernance où on associe la population au futur du département, au développement futur du département. Vous qui voulez associer un peu plus la population aux prises de décision, est-ce que c'est une bonne chose cette démarche ? Le livre blanc, Loir-et-Cher 2020, oui, je l'ai regardé. On associe la population, on fait lire la population le livre blanc Loir-et-Cher 2020. Moi, je pense que l'association de la population ne s'est pas vraiment faite. Je pense qu'il faudra vraiment réfléchir à l'association réelle de la population. Il y a quelque chose sur lequel on n'a pas parlé, c'est le tourisme. Le tourisme qui est un vecteur où on peut associer les populations et qui est vecteur économique, bien entendu, puisque c'est un mot qui fait de bizarre dans ma bouche, mais qui a également un vecteur social très très fort d'implantation des populations et qui deviennent les maîtres d'œuvre de leur territoire et de leur département. Et c'est quelque chose sur lequel je tiens. Mais le livre blanc, je n'y crois pas une seconde.
Nicolas Perruchot. Écoutez, ça a été un très bel exercice de démocratie participative et je crois que c'est bien de le souligner quand même. Je regrette que M. Mijon ne soit pas venu aux réunions, mais il aurait vu qu'il y avait effectivement beaucoup de Loir-et-Chériens, beaucoup de représentants syndicaux, les forces vives, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs. Tout le monde a pu participer d'une manière ou d'une autre en fonction des thématiques à une réflexion qui était intéressante puisqu'elle l'a interrogé pour savoir comment on voyait les uns et les autres l'évolution d'ici 5-10 ans de notre département. Donc c'est un exercice qui a été, je crois, très bien mené, qui est utile. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique départementale de demain, bien entendu, mais ça donne quand même des directives et ça montre aussi comment nous voulons fonctionner demain dans cette majorité, en restant proche évidemment des habitants, en respectant la nécessité de la ruralité qui doit être une chance pour notre département et sur laquelle il faut s'appuyer, et en faisant en sorte qu'on continue à investir massivement comme on le fait dans ce département de Loir-et-Cher. Michel Chassier. Oui, non, moi je ne crois pas à cette forme de ce qu'on appelle maintenant la démocratie participative et qui ressemble surtout, je crois, à un exercice de communication. Parce que dans ce genre de grand débat que l'on organise, il est évident que l'institution qui présente, qui anime ce débat, elle a tous les éléments, elle a toutes les solutions. Et tout est déjà décidé d'avance. En fait, il s'agit de faire accepter aux gens ce que l'on propose. C'est pas comme ça au se national, fait. Chassier. Non, c'est Marine Le Pen qui décide de tout, jusqu'aux documents que vous présentez à vos candidats. On voit qu'elle dans les documents. On voit pas de solution locale. Non, je suis pas du tout d'accord. Vous savez, mais c'est pourtant la vérité. Non, c'est pas du tout ça. Vous parlez peut-être de la méthode de gouvernement de Maurice Leroy au Conseil général. Non, regardez, j'ai amené le tract d'un de vos candidats. Je montre à la caméra, vous avez les candidats ici, et après, Marine Le Pen a toutes les pages. Voilà. Il n'y a que du national. C'est pas exactement, à mon avis, ce qu'il faut faire pour les élections locales. Il s'agit aussi d'une élection nationale, bien entendu. Non, et nous n'avons pas à nous cacher. C'est la préparation de la présidentielle pour Madame Le Pen. Nous cacher, contrairement à d'autres candidats qui cachent jusqu'au logo de leur parti sur leurs affiches. Nous sommes clairs et nous nous présentons devant les électeurs en disant qui nous sommes. Allez, dernier mot pour Gilles Clément sur le Loir-et-Cher 2020. Le Loir-et-Cher 2020, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, franchement. Nous y avons participé. Il y a eu des contributions intéressantes de gens de tout secteur, y compris des représentants du monde syndical. Bon, ensuite, ce qu'il en est fait, on peut en discuter, effectivement, et moi je regrette que, suite à ce travail, qui a amené beaucoup de gens à participer, des propositions simples de travail, et je reviens sur un sujet où on voit bien, pardon, mais c'est un sujet très important, celui qui fait qu'aujourd'hui nos communes travaillent forcément en communauté de communes, et bien que le département s'appuie pour un certain nombre de projets qui ont été proposés dans le Loir-et-Cher 2020 sur ce que sont les représentations locales dans nos intercos. Et ça, eh bien, ça n'a pas été mis en œuvre. Et on peut quand même le regretter. Pour l'intercommunalité avec Gilles Clément, c'est merveilleux. Regardez un petit peu ce qui se passe dans l'agglomération blésoise, par exemple. Il y a des exemples utiles et puis il y a des choses aussi qui sont... De toute façon, il y a besoin du dialogue avec les territoires au niveau des intercommunalités quand on est aujourd'hui élu départemental. Et c'est ça que je souhaite. Il y aura aussi, comme vous le savez, puisque la gauche soutient ça, une évolution de l'intercommunalité avec des 20 000 habitants qui vont arriver. Donc attendons déjà que ça soit mis en place avant de voir comment le dialogue doit se former. Mais les communes vont évoluer aussi, Nicolas Perruchot. On va vous donner temps de parole. Je crois que M. Mijon, vous avez du retard. Et en attendant, on va peut-être voir, parce que vous êtes candidat sur chacun un canton, donc on est obligé de montrer les autres forces politiques en présence. On va commencer. C'est loin, celui où vous êtes candidat, Michel Chassier. Le PS, l'UMP-UDI, l'Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste est également présent sur ce canton dans le cadre du premier tour. Le canton de Chambord. Chambord, c'est le canton où vous êtes candidat, Monsieur Clément. Vous affrontez avec votre binôme l'UMP et l'UDI, le Front National et le Parti communiste. Le canton de Onzain. Canton de Onzain, c'est celui sur lequel vous êtes candidat, Monsieur Perruchot. Vous affrontez le Parti communiste, le Front National et le Parti socialiste. Et puis enfin, le canton de Montrichard, votre canton, Monsieur Jean-Michel Mijon. Vous affrontez l'UMP et l'UDI. Un binôme d'hiver-droite, mais qui en même temps est composé d'un vice-président sortant. C'est ça. Ça dépend des coins. Et puis le Front National. Voilà, je suis bien embêté parce qu'on devrait vous donner temps de parole. Alors, Monsieur Perruchot, 9 minutes 25 de temps de parole, 10,22 pour vous, Gilles Clément. Michel Chassier, 10,47 et 8,52 pour vous, Jean-Michel Mijon.
On reviendra avec M. Migeon. Là. Voilà, on vous donnera du temps de parole en plus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Très bonne soirée sur TVT. Merci. Merci bien.